Avant de gagner 200 millions de dollars grâce à un grill, avant de devenir le plus vieux champion poids lourd de l'histoire, George Foreman était un ancien boxeur fauché qui pensait avoir vu l'enfer. Mais il n'était pas seulement un artiste du chaos. C'était un homme qui terrifiait ses adversaires à chaque coup, puis s'est transformé en l'une des figures les plus aimées et emblématiques que le sport ait jamais connues. Sa carrière a été remplie de sommets spectaculaires et de bas désespérés, et d'un niveau de réinvention que peu d'athlètes ont jamais réussi. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait de George Foreman ce qu'il était? Big George Foreman. Frappe et il est mis KO. Comment un enfant pauvre du Texas est-il passé de l'or olympique au trône des poids lourds pour ensuite chuter avant d'écrire le retour le plus remarquable de l'histoire? Pour vraiment comprendre l'homme derrière la légende, nous devons revenir là où tout a commencé, bien avant les lumières vives et les foules rugissantes. Jetons un coup d'œil à la vie et à l'héritage de l'unique George Foreman. Je suis le danger. Je suis celui dont il faut avoir peur. Définitivement. Je suis celui qui peut te frapper et te mettre inconscient. Foreman est né le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, l'un de 7 frères et sœurs. Son père biologique s'appelait Leroy Moorhead, mais ce n'était qu'un nom sur le papier. Foreman a pris le nom de son beau-père, J.D. Foreman, l'homme qui l'a réellement élevé. Quand la famille a déménagé à Houston, le jeune George ne s'est pas seulement mêlé à la mauvaise foule. Il était la mauvaise foule. Il a toujours été le premier à admettre qu'il était un enfant en colère et violent qui se battait constamment. Et à 15 ans, il a quitté l'école et s'est tourné vers les agressions pour s'en sortir. Il n'était pas juste un adolescent en difficulté. Il était sur la voie rapide vers la prison ou une tombe précoce. Mais à 16 ans, quelque chose a cliqué. Peut-être que c'était la chance, peut-être le destin, mais Foreman s'est retrouvé dans le Job Corps, apprenant la menuiserie et la maçonnerie. Sauf que George n'était pas fait pour poser des briques. Il était fait pour les casser. Eh bien, après avoir rejoint le Job Corps en 65, j'ai appris une compétence en électronique et j'ai obtenu mon équivalence de diplôme de lycée. Et je suis plutôt sur la bonne voie. J'ai appris à me fixer des objectifs. Et le Job Corps a été un programme utile pour moi. Grâce au Job Corps, il a été introduit à la boxe. Et dès qu'il a enfilé une paire de gants, il est devenu clair que mettre les gens KO était quelque chose pour lequel il avait plus qu'un simple talent passager. Il lui a fallu seulement 3 ans. 3 ans pour passer des bagarres de rue et de la petite délinquance à se tenir sur le podium aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, avec une médaille d'or autour du cou. C'était le genre de transformation qui aurait dû être impossible. Et cet or olympique. C'était le ticket en or de Foreman pour les pros. Il n'a pas perdu de temps pour faire une déclaration, accumulant 13 victoires dans sa première année, dont 11 par KO, au cours des années suivantes. Sa carrière a suivi le même schéma familier, avec boxeur après boxeur entrant sur le ring, et Foreman les mettant tous KO. Dans ses 37 premiers combats, seuls 3 adversaires ont réussi à entendre la cloche finale. Puis est venu Joe Frazier, le champion du monde poids lourd invaincu et incontesté. Mais le soir du combat à Kingston, Jamaïque, Frazier n'a pas opposé beaucoup plus de résistance que les 37 boxeurs qui l'ont précédé. Foreman l'a mis à terre 6 fois en 2 rounds, l'achevant comme si c'était juste un autre jour au bureau. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une destruction. 3 fois. 3 fois le combat est arrêté. Le garçon autrefois troublé du Texas était le champion du monde poids lourd. Pour un homme qui serait considéré comme l'un des plus grands poids lourds de tous les temps, le règne de Foreman en tant que champion a été étonnamment de courte durée. Il a réussi à défendre son titre nouvellement acquis seulement 2 fois, bien que sa deuxième défense n'ait pas été une promenade de santé. Son adversaire, Kenny Norton, l'homme qui avait choqué le monde en cassant la mâchoire de Muhammad Ali et en lui infligeant une défaite. Foreman a rapidement réglé le cas de Norton, le démolissant en 2 rounds. Mais ensuite est venu Ali lui-même. Et tout a changé.
Où vont-ils l'arrêter? On dirait que tout est fini. Et c'est fini. George Foreman conserve le titre de champion poids lourd. À ce stade, Ali avait 32 ans et avait déjà traversé des guerres sur le ring et une longue exil de la boxe. Beaucoup croyaient que ses meilleurs jours étaient derrière lui. Le redoutable et imposant Big George, cependant, était plus fort, plus jeune et plus méchant. Non seulement il est entré dans le combat en tant que grand favori, mais les gens craignaient vraiment pour la sécurité d'Ali. Certains pensaient qu'il ne quitterait pas le ring en un seul morceau. Même l'équipe d'Ali semblait inquiète, mais Ali lui-même, il ne l'était pas. Il ne l'a jamais été. Ce qui s'est passé ensuite est légendaire. Quand les deux sont entrés sur le ring à Kinshasa, Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Comme presque tout le monde, Foreman était méprisant des chances d'Ali. Il ne s'attendait à rien d'autre qu'une victoire facile par KO au premier ou au deuxième round, tout comme il l'avait fait avec Frazier et Norton. Mais Ali avait d'autres plans. Au lieu de fuir la puissance de Foreman, il s'y est confronté, littéralement. Il a introduit sa désormais célèbre tactique du rope a dope, s'appuyant sur les cordes et laissant Foreman frapper. Et Big George a fait exactement cela. Il a frappé et frappé, lançant tout ce qu'il avait. Mais plus il frappait, plus Ali le provoquait. Au quatrième round, Foreman savait que quelque chose n'allait pas. Il avait porté certains de ses meilleurs coups, mais Ali était toujours là, toujours en train de parler. À un moment donné, Ali s'est penché et a raillé. « C'est tout ce que tu as, George. » C'était le moment où Foreman a réalisé qu'il était le mauvais homme, au mauvais endroit, au mauvais moment. Au huitième, Foreman était épuisé et Ali, encore frais, a vu son moment. En un éclair, il a lancé une combinaison fulgurante, envoyant Foreman s'écraser sur le tapis. Le compte a atteint 10, et juste comme ça, le monstre imbattable avait été battu. Foreman a pris la défaite durement, très durement. Il n'a pas seulement perdu le combat, il a tout perdu. Il avait été construit comme une force imparable, et maintenant, il était laissé à chercher des réponses. Il a blâmé le retard causé par une coupure avant le combat. Il a affirmé que les cordes avaient été délibérément desserrées pour favoriser les tactiques d'Ali. Il a même suggéré que son propre entraîneur l'avait drogué. Mais peut-être que ce qui a le plus piqué, c'est la façon dont le monde les voyait. Ali était le héros, célébré et adoré. Foreman. Il était considéré comme le méchant. Et après tout le trash talk, les insultes et la montée en puissance, Foreman a dû vivre avec le fait que lorsqu'il est venu le temps de se venger, il n'a pas pu livrer. Après cette défaite écrasante, Foreman a disparu du ring pendant près d'1 an. Et quand il est revenu, ce n'était pas avec un combat de retour, c'était avec un coup de théâtre. Il a organisé une exhibition où il affronterait 5 adversaires en une nuit, désespéré de prouver, peut-être autant à lui-même qu'à tout le monde, qu'il était toujours la même force imparable. Mais cela s'est retourné contre lui. Bien sûr, il a éliminé les premiers gars, mais les 2 derniers ont tenu la distance. L'homme qui avait autrefois écrasé Joe Frazier était maintenant incapable de finir quelques boxeurs de seconde zone. À la fin du spectacle, il s'est retrouvé hué hors du ring. Ce n'était pas exactement le retour triomphal ou le coup de pouce de confiance qu'il espérait. Son ego était encore meurtri après la défaite contre Ali, et maintenant ça. Il avait besoin de quelque chose de réel. Un vrai combat. Et quoi de mieux pour se tester que contre Ron Lyle, l'un des punchers les plus dangereux de la division. Quel combat de retour après une pause d'1 an, n'est-ce pas? Foreman aurait pu choisir un combat d'échauffement. Au lieu de cela, il est entré directement dans une bataille qui s'est avérée être sans doute le match poids lourd le plus excitant des années 70. Jamais vu ça. Imaginez Hagler contre Hearns chez les poids lourds et vous aurez une idée de comment ça s'est passé. Lyle n'était pas seulement un puncher puissant, il était intrépide. Et dès le coup de cloche, les 2 hommes se sont affrontés, échangeant des coups au centre du ring. Au 3e round, Foreman a été mis à terre. Lyle a senti le sang. Mais ensuite, alors que Lyle s'approchait pour finir, sorti de nulle part, Foreman a produit une rafale de coups qui a stupéfié Lyle et renversé la situation
l'envoyant s'effondrer au sol, inconscient, dans l'une des fins les plus dramatiques que le sport ait jamais vues. Leur rencontre légendaire était si folle que le magazine Ring l'a nommé « Combat de l'année ». Et le troisième round seul, round de l'année. Avec cette victoire, Foreman a signalé au monde que Big George était de retour. Et si cela n'était pas assez clair, il l'a souligné en démolissant Fraser pour la deuxième fois dans son prochain combat. Mais ensuite, juste au moment où il semblait être sur la voie du retour au titre, il a été impliqué dans un combat qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. En 1977, 2 ans et demi après avoir perdu contre Ali, Foreman s'est retrouvé à Porto Rico, prêt à affronter Jimmy Young. Et encore une fois, il a été coupable de sous-estimer son adversaire. Young était un boxeur habile et accompli. Lui-même avait récemment remporté une victoire sur Lyle et ne devait pas être pris à la légère. Cela aurait dû être une victoire de routine. Foreman avait le pouvoir de l'éliminer. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce qu'il n'a pas pris au sérieux, c'est la chaleur. Foreman est arrivé juste un jour avant le combat, ne se donnant aucun temps pour s'acclimater à l'humidité brutale de Porto Rico. Une erreur coûteuse. Young a boxé intelligemment, rendant Foreman lent et unidimensionnel. Dans les derniers rounds, l'épuisement s'installait. Foreman s'éteignait. Et dans le dernier round, Young l'a mis à terre, la deuxième défaite choc de sa carrière. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait se passer ensuite. Quand il est retourné dans son vestiaire, Foreman s'est effondré. Il était complètement épuisé, physiquement et mentalement. Et c'est là que c'est arrivé. Ce qu'il a décrit plus tard comme une expérience de mort imminente, il a affirmé avoir vu des visions de la mort, de l'enfer. Il a entendu Dieu lui parler. Dans son désespoir, il a offert de donner son prix à la charité en échange d'être épargné. À quoi Dieu aurait répondu avec les mots glaçants « Je ne veux pas ton argent, je te veux ». Comme cela s'est passé, cependant, Dieu ne l'a pas pris ce jour-là. Et quand il s'est réveillé, il n'était pas juste un boxeur battu. Il était un homme changé. Cette nuit-là, George Foreman a quitté la boxe et est entré dans l'église. Il passerait les 10 années suivantes en tant que prédicateur, laissant derrière lui le sport qui avait fait de lui une superstar. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. L'histoire de George Foreman aurait pu si facilement se terminer là. Il aurait pu passer le reste de sa vie en tant que prédicateur, se souvenant à jamais comme le destructeur devenu disciple. L'homme qui a quitté la boxe après une vision de l'enfer. Mais ce n'était pas le cas, et pour 2 raisons. De mauvais investissements et un grand cœur. Foreman a gagné des millions dans les années 70, plus qu'assez pour vivre confortablement pour le reste de sa vie sans jamais avoir à travailler à nouveau. Mais comme tant de boxeurs avant lui, il les a dépensés. Une partie est allée dans des entreprises échouées, une autre dans sa passion pour les voitures et beaucoup dans son centre pour jeunes à Houston, où il a investi son propre argent pour aider les enfants à rester hors des rues. Mais au milieu des années 80, Foreman était presque fauché. Alors à l'âge de 38 ans, bien au-delà du point où toute personne saine d'esprit penserait à remonter sur un ring de boxe, Foreman a fait quelque chose de fou. Il a annoncé son retour, en partie pour lever des fonds pour son centre pour jeunes, en partie pour renflouer son propre compte en banque, et en partie pour prouver que l'âge n'avait pas à être une condamnation à mort pour un athlète. Personne ne l'a pris au sérieux. Je veux dire, il. Il approchait de la quarantaine et pesait plus de 260 livres. Il a commencé par combattre quelques inconnus. Et peut-être qu'il n'était plus la même machine maigre et méchante qu'il avait été dans les années 70, mais il les mettait tous KO avec l'ancien pouvoir redoutable qu'il avait toujours possédé. Mais à mesure que les KO s'accumulaient, le poids commençait à diminuer. Soudain, les gens ont cessé de rire. Il a continué à combattre et à mettre les gens KO. Et finalement, il a travaillé son chemin vers le sommet pour obtenir une chance contre le roi poids lourd incontesté, Evander Holyfield. Maintenant, Holyfield lui-même est un grand de tous les temps et à l'époque, il était à son apogée. Tout le monde s'attendait à ce qu'il démonte Foreman, sauf que cela ne s'est pas produit. Foreman a peut-être perdu, mais il a donné à Holyfield un combat. Il l'a poussé pendant 12 rounds difficiles,
a pris ses meilleurs coups et n'a jamais touché le tapis. Il a prouvé qu'il n'était pas juste un vieux numéro de nouveauté. Il a prouvé qu'il était toujours un boxeur sérieux. Imperturbable, il a continué à combattre. Il a perdu une décision contre Tommy Morrison pour le titre WBO, alors considéré comme une ceinture marginale. Mais son histoire n'était toujours pas terminée. Parce qu'ensuite est venu son dernier rendez-vous avec le destin. 1994, Michael Moorer, le champion poids lourd invaincu de WBA et IBF. Les gens oublient que Moorer n'était pas une blague. Il n'était pas juste quelqu'un mis là pour qu'une légende vieillissante le batte. Il était la vraie affaire. Un champion du monde invaincu légitime. Et il avait 19 ans de moins que Foreman. Mais ce qui s'est ensuite passé sur le ring est entré dans les livres d'histoire et a battu plusieurs records qui ne seront probablement pas battus de sitôt. Pendant 9 rounds, le scénario s'est déroulé comme prévu. Moorer était bien en avance sur les cartes, semblant qu'il allait remporter une victoire confortable. Puis au 10e, la foudre a frappé. Le vieillissant Foreman a lancé un superbe coup droit au menton de Moorer, le mettant à plat sur le tapis. Il a essayé de se relever. Il n'a pas pu. Et donc, à l'âge improbable de 45 ans, George Foreman venait de devenir le champion du monde poids lourd. 20 ans après sa défaite dévastatrice contre Ali, il était à nouveau champion, le plus vieux de l'histoire. C'était un moment si incroyable, si impossible, qu'il semblait sortir d'un scénario hollywoodien. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Et cela a cimenté George Foreman comme l'un des plus grands et des plus remarquables poids lourds à avoir jamais enfilé les gants. Après avoir réalisé l'un des exploits les plus incroyables de l'histoire de la boxe, Foreman n'en avait pas encore fini. Il a combattu 4 fois de plus, défendant son titre 3 fois avant de finalement perdre une décision controversée contre Shannon Briggs en 1997. Un combat que beaucoup croient qu'il a réellement gagné. Et avec cela, Big George a finalement raccroché les gants pour de bon cette fois. Son bilan final est de 81 combats, 76 victoires, 5 défaites et 68 de ces victoires par KO. Quand il s'agit des punchers les plus puissants de l'histoire des poids lourds, les fans débattront toujours de Ernie Chavez, Mike Tyson, Sonny Liston et plus récemment Deontay Wilder. Tous ont un argument. Mais quand vous regardez les chiffres, la destruction et le pur facteur de peur que Foreman apportait sur le ring, il ne fait aucun doute que Big George pouvait frapper avec les meilleurs d'entre eux. Et il y en a beaucoup qui le considèrent comme le plus grand frappeur de tous. Ce que personne ne peut contester, ce sont les records qu'il a battus en battant Moorer. À 45 ans et 299 jours, il est devenu le plus vieux champion du monde poids lourd de l'histoire. Un exploit incroyable dans ce qui peut être décrit avec précision comme un sport de jeunes. Les 20 ans d'écart entre son premier et son deuxième règne est le plus long de l'histoire. Et la différence d'âge de 19 ans entre Foreman et Moorer, également la plus grande jamais vue dans un combat pour le titre poids lourd. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le retour de Foreman n'était pas juste un coup de pub. C'était pratiquement une deuxième carrière entière. Quand il a pris sa retraite la première fois, il avait combattu 47 combats. Mais après son retour, il a combattu 34 fois de plus. C'est plus de combats que certains soi-disant légendes ont dans toute leur carrière. Les gens ont peut-être ri quand un George Foreman en surpoids de 38 ans a remis les gants. Mais quand il a finalement raccroché pour de bon, il était clair qu'il n'était pas une blague. Il a prouvé son point. L'âge n'avait pas à être une condamnation à mort dans la boxe. Et au-delà de cela, il a réalisé exactement ce qu'il voulait faire. Pas seulement pour lui-même, mais pour la sécurité de sa famille et l'avenir de son centre pour jeunes. C'est ce qui rend l'histoire de George Foreman si incroyable. Il n'était pas seulement un grand boxeur, il était un homme qui a réécrit les règles. Mais ce pourquoi il est le plus connu dépend entièrement de qui vous demandez. Si vous l'avez vu combattre dans les années 70, vous vous souviendrez d'une machine à détruire. Un puncher terrifiant qui a écrasé presque tout le monde sur son chemin. L'homme qui a mis Frazier à terre 6 fois, qui a écrasé Norton, qui est allé en guerre avec Ron Lyle,
et qui a combattu dans l'un des combats les plus légendaires de tous les temps contre Muhammad Ali. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez probablement d'un George Foreman très différent. Le vétéran chauve et plus rond mais toujours dangereux, qui, contre toute attente, s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Et si vous êtes d'une génération encore plus jeune, eh bien, vous vous souvenez peut-être simplement de lui pour vous avoir vendu un grill. Oui, le George Foreman Grill était un véritable phénomène. À un moment donné, il semblait que chaque foyer en avait un. Tout cela grâce à sa revendication de drainer la graisse des aliments, rendant les repas plus sains et ayant transformé et défié le temps pour devenir champion du monde. À 45 ans, il était le visage parfait pour le produit. Et voici le hic. Ce grill ne s'est pas seulement bien vendu. Il a rendu Foreman plus riche que la boxe ne l'a jamais fait. Son accord avec l'entreprise valait environ 200 millions de dollars. Bien plus que ce qu'il a jamais gagné sur le ring. Il a également fait d'autres apparitions occasionnelles à la télévision dans des émissions comme The Masked Singer. Avec cet argent, Foreman a vécu ses dernières années exactement comme il le voulait. Et il le méritait. Il s'est acheté un ranch de 300 acres, a construit un garage sur mesure pour abriter sa collection de 60 voitures, a élevé des chevaux de race pure et avait 20 bergers allemands parcourant la propriété. Pas mal pour un gamin qui errait autrefois dans les rues du Texas avec rien d'autre que ses poings. Au moment de son décès, George Foreman valait environ 300 millions de dollars, bien loin du jeune en difficulté qu'il était autrefois. Mais malgré tout son succès, Foreman n'a jamais oublié sa famille. Il a été marié 5 fois et a eu 12 enfants. Et dans un geste que beaucoup ont trouvé excentrique, vaniteux ou carrément étrange, il a nommé ses 5 fils George. Mais pour une bonne raison. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils aient toujours quelque chose en commun. Et quand l'un montait, ils montaient tous. Et quand l'un tombait, ils tombaient tous. C'était sa façon de garder sa famille proche et unie. Il est également devenu un grand-père fier, et même arrière-grand-père avant de décéder. George Foreman n'était pas juste un homme, il en était plusieurs. Il a traversé plusieurs phases et transformations distinctes tout au long de sa vie. Il n'a pas seulement évolué, il s'est complètement réinventé. Après avoir décidé de laisser derrière lui sa vie de crime, il était le jeune médaillé d'or de 19 ans aux Jeux olympiques de Mexico. Après sa victoire finale, il a agité un petit drapeau américain en célébration. Un simple, innocent geste de patriotisme. Mais tout le monde ne l'a pas vu de cette façon. C'était le sommet du mouvement des droits civiques et l'image des athlètes noirs protestants, comme Tommy Smith et John Carlos, levant le poing pendant l'hymne national, était puissante. Certains ont vu le geste de Foreman avec le drapeau comme un soutien au système contre lequel il se battait. Foreman, cependant, il n'en avait aucune idée. « Je n'ai pas agité le drapeau pour faire une déclaration. Je l'ai agité parce que j'étais heureux », a-t-il expliqué plus tard. Mais au moment où il est devenu professionnel, ce jeune Olympien naïf avait disparu. Foreman a façonné une persona intimidante basée sur l'une des figures les plus redoutables de la boxe, Sonny Liston. Liston était un partenaire d'entraînement occasionnel pour lui. Foreman l'a étudié, a adopté son comportement et a bientôt porté cette même aura de menace. Dans les années 70, Foreman était pure destruction. Une machine à chaos, silencieuse et menaçante. Il fixait ses adversaires avec des yeux morts, reconnaissant à peine les journalistes avec plus qu'un grognement. Il n'avait pas besoin de mots. Ses poings faisaient tout le discours. Et quand à 45 ans, il a choqué le monde en mettant KO Michael Moorer pour reprendre le titre poids lourd, son héritage a été à jamais cimenté. Plus tard, cependant, son comportement avait encore changé. Il a eu une expérience de mort imminente, a trouvé Dieu et a quitté le sport pour devenir prédicateur. Quand il est revenu à la boxe une décennie plus tard, il était méconnaissable. Le destructeur silencieux et terrifiant avait été remplacé par un vétéran joyeux avec un grand cœur et un sourire encore plus grand. Les fans l'adoraient. Il était passé de l'un des plus redoutés à l'un des boxeurs les plus aimés de tous les temps. Puis est venue la dernière réinvention.
Au moment où il est devenu une personnalité de la télévision et le visage du grill, la transformation était complète. Un ancien de la boxe, avec charme et charisme, à des millions de kilomètres de ce qu'il avait été en tant qu'artiste du chaos taciturne des années 70. Dans ces dernières années, même son animosité envers son ancien conquérant Ali s'est adoucie, et le couple est devenu extrêmement proche. Le George Foreman plus âgé n'était jamais à court d'éloges pour Muhammad Ali, et parlait souvent de combien il lui manquait après le décès d'Ali. Bien sûr, Foreman n'a jamais complètement perdu sa mentalité de boxeur. Même dans ces dernières années, il n'avait pas peur de remuer le pot. Il a fait savoir qu'il pensait que Mike Tyson manquait de cœur. Et il était ouvertement critique de l'état mental de Deontay Wilder après ses défaites contre Tyson Fury. Et si un journaliste remettait en question son héritage, il n'avait pas peur de riposter, même en tant que vieil homme. Et quel était son héritage? Ce n'est pas seulement une question de chiffres, de titres ou de défense. C'est une question d'impact. Il était un champion du monde poids lourd à 2 reprises qui a écrasé Frazier 2 fois. Il a traversé Ken Norton, il a fait la guerre avec Ron Lyle. Et pourtant, malgré toute sa destruction, son moment le plus célèbre était sans doute sa défaite contre Muhammad Ali. Mais ces statistiques ne rendent pas justice à sa présence, à sa persona, à l'excitation qu'il apportait. Alors comment aurait-il fait face au poids lourd d'aujourd'hui? C'est un débat qui fait rage. Beaucoup disent qu'il les écraserait. Et honnêtement, c'est difficile de contredire. Mais jouons l'avocat du diable. Les poids lourds d'aujourd'hui sont plus grands. Ils sont plus grands. Ils ont des méthodes d'entraînement, de nutrition et de récupération plus avancées. À 6 pieds 3, la même taille qu'Alexandre Usyk, qui est maintenant considéré comme petit pour un poids lourd, Big George ne serait plus vu comme le géant redoutable qu'il était à son époque. Aurait-il du mal contre les colosses, comme Tyson Fury? Peut-être. Pour ce que ça vaut, il ne fait aucun doute que dans son apogée, il aurait donné à n'importe lequel d'entre eux une nuit extrêmement difficile et aurait probablement mis la plupart d'entre eux KO. Mais c'est une discussion que les fans de boxe doivent avoir entre eux et il n'y a pas de réponse définitive. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'imaginer face aux boxeurs d'aujourd'hui. L'héritage de George Foreman en tant que boxeur, en tant que membre du Hall of Fame et simplement en tant que grand homme est gravé dans la pierre. Son récent décès est une perte énorme pour le sport. La boxe a perdu l'un de ses véritables géants, à la fois sur le ring et en dehors. Mais les légendes ne meurent jamais vraiment. Leurs histoires perdurent, leurs combats sont revus et leur impact n'est jamais oublié. Alors à toi, Big George. Tu nous as donné des chaos, du drame, des retours et une aventure inoubliable. Merci pour tous les souvenirs. Tu étais vraiment quelqu'un de spécial.